Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, l'homme libre de parole, de pensée que vous êtes, a donné la vie à des marionnettes devenues mythiques, mais dont la vie n'a parfois tenu qu'à un fil. Bonjour Bruno Gassio. Bonjour Jacques Pessis. Je suis ravi de vous accueillir parce que vous revenez sur scène après 27 ans d'absence au théâtre de la scène parisienne. On va en parler tout à l'heure. Mais le principe de l'émission, c'est d'évoquer votre carrière à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais elle vous parlera peut-être le 12 mai 1976, une finale de Coupe des Champions, avec ce générique, avec la foule qui chante ça. Allez, qui c'est le plus fort, évidemment, c'est les Verts. On a bon public et les Ce jour-là, Saint-Étienne joue contre Bayern de Munich et il y a un poteau carré qui va gâcher la victoire tant attendue. Et on perd 1-0, oui, c'est le traumatisme stéphanois. D'abord parce que je suis né à Saint-Étienne le 14 décembre 1958 et que donc en 1976, j'ai l'âge de souffrir. Et on a le peuple stéphanois, le peuple vert comme on l'appelle, a ce jour-là souffert. Et moi, en tant qu'adolescent, on souffrait. C'était assez incroyable qu'il y ait autant d'amour autour d'une équipe et un amour qui s'était transmis à la France entière, puisque quand même, Saint-Étienne est la seule équipe qui descend les Champs-Élysées en ayant perdu. Exactement. C'est un truc de fou. Et cet amour-là, puisque longtemps après, je suis devenu administrateur de la Saint-Étienne pendant quelques années, cet amour-là existe encore. Il perdure. Pour une raison que j'ignore, parce que c'est même depuis 1981, les Verts, c'est pas terrible. Non, mais on continue à chanter Allez les Verts Ouais. sur le stade. Il y a Emmanuel Béard qui est fan de Saint-Étienne, qui se souvient de cette époque-là, c'est celle de sa jeunesse, qui aime plus que jamais l'équipe. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui... Bernard Pivot. Un grand fou. Et puis, il y a une séquence de télévision dans Système 2 de Guy Lux qui chante Allez les Verts avec des supporters autour de lui, qui est un grand moment que je vous conseille. Ah, je vais essayer de le trouver. Alors, c'est Saint-Étienne, le stade Geoffroy-Guichard. Vous êtes allé pour la première fois, Bruno Gassio, vous avez 6 ans. 6 ans, ouais. En tribune populaire avec mon papa, qui m'avait emmené, où je voyais rien d'ailleurs. Il y avait, à Saint-Étienne, il y avait des clans. Il y avait les Polonais d'un côté, les Italiens de l'autre, les Arabes dans un troisième coin. Et tout le monde était avec sa famille. Et quand on allait au stade, une fois par semaine au moins, on retrouvait une famille. Et moi, mon père m'a amené. Et quand j'étais un peu plus grand, et donc 1976, toute l'épopée verte de 76, j'étais plus grand. Et je descendais, j'étais en bas je me mettais derrière les grilles devant Ivan Kurkovic. Non, ça c'est même après. Ça. Mais mon père me laissait derrière les grilles et me disait « Tu bouges pas d'ici ». Et donc je restais. Et il venait me chercher à la fin du match. Oui, votre père, fallait lui obéir parce que la vie n'était pas toujours facile à la maison. Il était un peu dur, votre père, Bruno Gassio. Il était à l'ancienne. Hein. C'est quelqu'un... Moi, j'ai dit ça un jour à mes enfants. Je leur ai dit, vous savez, votre grand-père, il n'a pas eu d'amour. Il n'a pas eu d'amour dans sa vie. Il y avait la guerre. Et en fait, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Il ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas. Et sa façon à lui de transmettre l'amour, c'était d'être autoritaire et de dire, si j'aime mon fils, je dois être autoritaire. Donc il rentrait, me mettait des baffes. Oui, et puis il ne se plaignait jamais. La vie financière n'était pas facile. Vous aviez quand même pas beaucoup d'argent à la maison. Il ne s'est jamais plaint, votre père, Bruno Gassio. Il y a une espèce de noblesse ouvrière que je ne retrouve pas toujours chez l'actionnaire. Et ce sont des gens, en tout cas ceux de ma famille, ceux de mon quartier, ceux de Philippe Giangreco, et qui joue la pièce. Son père était le concierge du quartier, il était sicilien, et tous ces gens avaient une certaine noblesse. Mais c'était dû à l'époque. Quand les gens descendaient à la mine, comme mon grand-père cherchait du charbon, ils avaient l'impression de faire quelque chose pour la France. Parce qu'ils faisaient marcher les trains, ils faisaient marcher les usines, donc ils servaient à quelque chose. Aujourd'hui, on n'a plus cette noblesse ouvrière. On le trouve plus, on le trouve moins, en tout cas. Votre père était maçon d'origine italienne. Au départ, il parlait mal le français. Pas très bien. Oui, mais ça n'empêchait pas d'avoir des joutes verbales avec vous. Ah oui, on s'amusait, oui. Mais en fait, moi, j'ai passé beaucoup de temps à le contredire. Et ce que je fais d'ailleurs encore. J'ai l'impression que je contredis souvent les gens. Les gens me disent « Ouais, t'es jamais content ?» Ben non.
Il y a des gens comme ça qui sont jamais contents Non, de mais la c'est situation. presque un art de bien vivre pour vous. Bruno Ah oui, Gassio. bien sûr, bien sûr. Alors, la déconnade, c'était plutôt dans les rues. Et là, il y avait effectivement une bande d'Espagnols, de Portugais, d'Italiens. Et quelquefois, bon, vous n'êtes pas un black bloc, mais presque à votre façon. Ah non, mais carrément. Carrément, j'ai été interrogé là-dessus. On me dit, ouais, mais les Black Blocs, j'en sais pas les Black Blocs, c'est le Black Bloc déjà. Et c'est rien d'autre que ce qu'on était nous quand on avait 16 ans. On nous appelait les anards. C'est-à-dire que nous, il y avait la CGT qui allait dans les manifs, la CFDT, FO, et il y avait les anards qui allaient aussi dans les manifs et qui foutaient un peu le bordel. Oui. Et c'était notre rôle. Oui, mais il y avait un truc pour justement ne pas vous faire arrêter. Vous aviez des cagoules et puis lorsqu'on vous interrogeait, tout le monde niait. Ah ben oui, mais... Non, mais je me souviens un jour, à Saint-Étienne, il y avait ça s'appelait la Maison de l'Armée. Et on avait un peu balancé des cailloux sur la Maison de l'Armée, tout ça, mais sauf que derrière les vitres de la Maison de l'Armée, il y avait les gens qui faisaient des photos. Oui. Et donc après, on est tous convoqués en disant, c'est vous. Bah non, c'est pas moi, j'ai un chapeau, j'ai une cagoule, tout ça. Non, mais là, vous le connaissez pas. Et là, on avait un copain qu'on appelait Jules, et qui avait des cheveux blonds qui lui tombaient au milieu du ventre. Donc il avait une cagoule et les cheveux blonds. Et vous, celui-là, vous le connaissez? Non, jamais vu. C'est un truc de fou. Mais en droit, on ne peut pas condamner quelqu'un qu'on ne peut pas identifier. Oui, donc ça s'est arrangé à chaque fois. Oui, je me Et suis puis- calmé quand même. Oui, et puis c'est là où un peu vous avez appris le langage qui est devenu celui des Guignols, le langage de la rue, le langage populaire, Bruno Gassio. Bah, le langage populaire, c'est aussi les livres. En fait, Bossuet, ça aide beaucoup pour le langage populaire. Il y a quelques auteurs, il y a Frédéric Dard, évidemment, si on veut aller là-dedans, mais dans les livres, on trouve l'argot, on trouve les formules, et plus que tous les mots, on trouve le rythme. Oui, et puis en plus, les livres, c'est bien, l'école, c'est moins bien. Vous avez appris directement en autodidacte. Je crois qu'il n'y avait que 2 profs qui vous plaisaient. C'était le prof d'histoire géo, et parce qu'il vous laissait aller libre au tableau, et une prof absolument somptueuse de français. Alors oui, ça c'est tout le drame de ma vie. C'est que j'ai écouté cette prof de français qui mettait des pichenettes derrière l'oreille comme ça, avec tac, aïe, aïe. Et parce que elle était habillée assez court et elle portait des bas. Et le fait qu'elle ait des bas et qu'elle montre qu'elle avait des bas, et pas une fois, elle avait des bas tout le temps, j'étais subjugué, fasciné par cette femme et je ne voulais pas la décevoir. Et vous n'avez pas déçu, je crois. Enfin, Non, peut-être j'ai avec été- les notes, peut-être. Avec les notes, oui, mais j'ai été meilleur en français par la suite qu'en mathématiques, par Oui, exemple. mais, Ce que je regrette amèrement, parce que les mathématiques, c'est de la poésie. oui, mais le français, c'est pas mal. Et ça, en mathématiques, vous auriez peut-être pas fait la carrière que vous avez faite. Vous avez été au départ apprenti typographe. Oui. Je crois que votre mère était elle-même dans la typographie. Elle n'était pas petière, elle travaillait dans une imprimerie, et comme j'ai quitté l'école à 15 ans et demi, puisque je suis du mois de décembre, j'ai pas repris en seconde, je crois, ou même en troisième, je ne sais même plus quelle classe je ne suis pas allé. J'ai pas repris, et elle m'a dit, bah, écoute, tu vas venir avec moi et tu vas devenir apprenti typographe. Vous avez connu l'odeur du plomb, comme dans les vieux journaux. Avec le saturnisme qui va avec le composteur, les casses, le bas de casse, les cicéros, par exemple, je sais compter en cicéros. Qu'est-ce que c'est? C'est l'unité de mesure pour l'imprimerie, en fait. On compte en cicéros, pas en centimètres ni en millimètres. Enfin, il y a quand même des comptes que vous avez faits. C'est l'argent que vous touchiez lorsque vous vendiez du hashish. Ah oui, non, mais... Ah ouais, oui, c'est bien. Donc vous allez vraiment raconter ma vie Ouais, dans ouais. ce qu'elle a de meilleur. Oui. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Non, ça a duré quelques mois, mais aussi l'anecdote, je l'ai déjà raconté cette anecdote, mais c'est dans l'imprimerie que c'est arrivé. Il y a un type qui a débarqué d'Allemagne, qui faisait son service militaire dans un camp disciplinaire en Allemagne. Il est arrivé rasé, et moi j'avais les cheveux très longs. Et donc il a dû m'identifier comme un fumeur de hashish, ce que je n'étais absolument pas. Et il me dit, t'as du shit, t'as un peu... Je dis, non, rien. Il dit, parce que j'ai plus de réseau. Avant j'avais des réseaux partout, là j'en ai plus. J'ai fait 1 an et demi en Allemagne. Je dis, oui, je peux rien pour toi. Ouais, il m'a pas cru. Et 3 semaines après, il revient, il avait un pain de shit d'1 kilo. Il me dit, il faut que tu me files un coup de main. Il faut le couper. Alors voilà, on va chauffer, tu chauffes le couteau, tu le mets dans l'eau chaude et tout ça, tu coupes, comme ça on fait des barrettes de 10 grammes. Sauf que vendre des barrettes de 10 grammes, c'est assez simple. On restait chez lui, et les filles venaient de la fac et tout ça, elles débarquaient, elles disaient, bonjour, on voudrait un peu des barrettes. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein de gonzesses, en fait, qui venaient pour acheter du shit. Et on avait à la fois l'argent, les femmes et la drogue. Bon, bah, on était heureux, quoi. Voilà. Après, vous avez arrêté la drogue. Bah oui, ils sont tous tombés, ils sont partis en prison. Moi, ils m'ont pas dénoncé, donc Non, j'ai puis pu fuir. Vous avez eu d'autres façons de faire un tabac. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 12 avril 1983. À tout de suite sur Sud Radio avec Bruno Gassio. Sud Radio, les clés d'une vie,
13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bruno Gassio. Alors on évoque des dates de votre carrière. 12 avril 1983. Si ça vous dit rien, écoutez ceci. Ah, le cauchemar. Un sketch avec Bernard Campan, Bruno Chapelle et Richard Taxi. 4 gangsters très maladroits font un casse dans un supermarché. Votre première télé. C'est la première fois. Non, c'est pas ma première télé, mais c'est la première fois que je fais un sketch à la télé. Ma première télé, c'est chez Dorothée. Absolument. Ouais, je faisais je sais plus ce que c'était, un scientifique, je crois, dans une émission pour enfants. Ouais, là, c'est la première fois, bien sûr. Mais c'est un moment de la vie, ça aussi, extraordinaire. On est tous au café-théâtre. Enfin, tous les gens qui sont au théâtre de Bouvard sont d'abord au café-théâtre. On se connaît tous. Et moi, je dis, toujours le mec pas d'accord, je dis non, je vais pas chez Bouvard. J'aime pas ce mec-là. Non, j'y vais pas. Et le soir, donc, on avait un bar où tout le monde regardait la télé. Et je voyais les émissions enregistrées, tous mes potes dans la télé. Et il y avait que moi qui étais en train de boire mon café, en train de regarder mes potes. Et il y en a un quand même, Campan, tout ça, m'ont dit, viens. Donc je suis allé avec Taxi. Et puis on a fait un sketch. Et du jour au lendemain, parce qu'on faisait quand même des millions, je ne sais plus combien on en faisait, mais c'était 10 millions de personnes tous les soirs. Hein. Et du jour au lendemain, dans la rue, les gens me voyaient, me disaient « Ah, on vous a vu hier. Ah bah c'est, vous êtes con, vous alors ?» J'ai dit « Oh non, je suis pas con. » Et là, j'ai commencé à pas savoir gérer ça. C'était un moment extraordinaire, le théâtre de Bouvard. Vous l'avez connu mieux que moi. Hein. Oui, et il faut savoir que Bouvard recevait généralement pendant son déjeuner des auditions. Il avait une serviette autour du cou, un plateau. Oh, la légende. Ça, c'est la légende. Il l'avait pas toujours. Je l'ai vécu. Bien sûr, il l'a fait. Oui. Mais c'était pas récurrent. Mais c'est vrai qu'il venait pendant l'heure du déjeuner. Il posait sa montre et il disait « Vous avez 3 quarts d'heure pour me faire rire ». Et parfois, il restait 1h30 ou 2 heures. Voilà, et ça se passait plutôt bien. Ah oui, oui. Et c'est vrai que c'était une école fabuleuse. Il faut savoir que le théâtre de Bouvard, le premier à y avoir pensé, c'est pas Bouvard, c'est Nino Monti, son réalisateur. Nino Monti, mais oui. Car en fait, il cherchait une formule. Au départ, c'était l'équivalent des grosses têtes avec 3 personnes qui parlaient en conversation. Ça marchait pas. Et Nino Monti a dit un jour, mais si on essayait des sketchs avec les jeunes humoristes, Bouvard a dit essayons, mais ça marchera jamais. On a fait quand même quelques années, ça a plutôt bien marché. Ouais. Voilà, vous avez rencontré différentes personnes, dont Michel Bernier. Oui, la mère de mes 2 premiers enfants. Ouais. Et Michel Bernier, c'est la fille du professeur Choron. Et Charlie Hebdo, pour vous, c'est un souvenir de vos jeunes années à Saint-Étienne, Bruno Gassio. Vous avez connu au Beaux-Arts, je crois. Alors Charlie Hebdo, c'est ce qui me sauve un peu la vie, parce que parallèlement à l'imprimerie et à la vente de shit, je rencontre des gens à Saint-Étienne qui sont tous au Beaux-Arts, et dont un des plus connus est Yves Chaland. Alors, il y avait Chaland, Cornillon, Terpan, Vallès, tous des grands dessinateurs de BD qui étaient au Beaux-Arts de Saint-Étienne et qui me disent « Viens au Beaux-Arts de Saint-Étienne ». Et je ne suis pas allé vraiment au Beaux-Arts de Saint-Étienne, j'ai assisté à tous les cours des Beaux-Arts de Saint-Étienne, mais j'ai jamais été admis aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. Il y a eu un concours assez étonnant, avec un concours où vous avez pris un Polaroid, je crois, Bruno Gassio. Ah bah oui, parce qu'il fallait dessiner un transpalette. Vous savez, les concours, comment ça se passe aux Beaux-Arts? En fait, on est une quarantaine autour d'une table, ils mettent un transpalette au milieu et ils disent dessiner le transpalette. Moi, je savais que je ne savais pas. Je ne sais jamais, j'aurais dessiné un transpalette. Et je suis allé avec un Polaroid parce que je savais que quoi qu'ils allaient mettre au milieu, j'y arriverais pas. Et j'ai fait une photo de l'objet, des gens à ma droite et des gens à ma gauche, en faisant tout un discours sur l'histoire de l'art, en disant que ça ne servait à rien l'hyper-réalisme, puisque la photo avait remplacé l'hyperréalisme, et j'avais un discours assez élaboré autour de ça, ce qui a fait dire aux gens qui m'ont reçu à l'oral après, soit vous êtes un escroc, soit vous êtes un génie, dans les 2 cas, on peut pas passer à côté. J'ai dit, ouais, d'accord, mais on ne peut pas vous engager. D'accord, on fait comment? Venez comme ça. C'est une époque où on pouvait venir comme ça. Et donc Yves Chaland, d'ailleurs on va publier dans quelques semaines 500 de ses dessins qu'on a retrouvés avec un gros livre, ça va sortir en Belgique, j'ai vu ça ce matin dans une dépêche. Et comment vous l'avez connu et quel homme c'était? Parce qu'il a disparu très jeune dans un accident de voiture et c'était un génie du dessin. C'était un vrai génie du dessin. Je l'ai connu au bar de la Marine à Saint-Étienne. Il y a un documentaire d'ailleurs d'Avril Tambouret qui existe, où je parle de cette expérience, où plein de dessinateurs lui rendent hommage, et on se rend compte qu'il a influencé un nombre de gens incroyables, dont moi, en me donnant Charlie Hebdo à lire, en me disant, tu sais, t'es pas obligé de lire que des bêtises, t'as aussi le droit de lire des trucs marrants, et avec un peu d'intelligence dedans. Donc j'ai commencé à lire Charlie Hebdo, qui est d'une approche assez simple, articles courts, mais super bien écrits, plein de dessins, et puis après je suis passé à des livres,
les livres de GB, de Cavana. Après, j'ai regardé les bandes dessinées de Réserve. Puis, je me suis intéressé à des philosophes. Puis, je me suis intéressé à des romanciers. J'ai commencé à beaucoup lire, à manger tout ce que j'avais autour de moi. Et donc, je l'ai dit, Chaland a fait partie des gens qui ont sauvé ma vie. Ouais. Oui, il a commencé, je crois, avec un fanzine qui s'appelait l'Unité de valeur. L'Unité de valeur, oui, avec Luc Cornillon. Oui, et c'était l'époque où les gens de BD n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils faisaient des fanzines distribués à des centaines d'exemplaires, qui sont devenus parfois des journaux. Il a travaillé à Métal Hurlant. Il est allé à Métal Hurlant tout de suite après, bien sûr. Et puis, il a relancé la ligne claire, notamment dans Spirou. Il y avait des dessins en noir et blanc, les aventures de Spirou, à la manière de J.G. J.G. qui était l'un des premiers, après Rob Vell, à avoir dessiné Spirou. Bien sûr. Et qui a influencé Franquin. Et J.G., c'est celui qui a découvert Maurice, Goscinny et quelques autres. Tous. Et Chaland a dessiné ça dans l'indifférence générale à l'époque. Aujourd'hui, c'est je crois qu'il avait en tête de reprendre ça. Oui. Il était fasciné par Franquin, sa façon de dessiner les chats. Franquin dessinait des chats qui avaient une expression comme jamais, quoi. Jamais vu ça. Et il avait ça en tête, Chaland, de se dire, est-ce que je pourrais pas remplacer Franquin dans... Mais Franquin était un génie, d'ailleurs très triste. Très triste. Quand Idées noires, son album sur les idées noires, c'est sublime. Mais moi, j'ai plusieurs fois dîné avec lui. Pour lui soutirer un mot et un sourire, c'était impossible. Alors que quand il était avec le contraire de moi. Voilà, exactement. Lorsqu'il était avec ses copains, il avait une imagination débordante pour travailler. Et Chaland lui rend hommage, je crois, avec des rencontres à Nérac une fois par an. Oui, je suis allé, j'y vais souvent. Isabelle nous invite. Sa femme donne. Au Menet Chaland. Alors, avant d'être aux Beaux-Arts, vous avez gardé des chèvres pour une Gassio. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Oh mon Dieu, les gens qui écoutent, éteignez le poste, sortez, reprenez une activité normale, ressortez de chez vous. J'ai gardé des chèvres, mais c'est lié avec la drogue. Enfin, avec la drogue, le shit. Parce que ça s'est mal passé, évidemment, et il faut pas faire ça, et voilà, je le regrette amèrement. Mais à un moment, il a fallu que je m'éloigne de Saint-Étienne, et je me suis retrouvé à Bourdeaux, dans la Drôme, à garder des chèvres, après avoir fait un stage à Melle, dans les Deux-Sèvres. Ça, c'est extraordinaire. Le stage de chevrier est à Melle, dans les Deux-Sèvres. Et ensuite, je me suis retrouvé là à garder des sanelles. C'était des sanelles, les chèvres, 80 sanelles, les chèvres blanches, magnifiques. Et j'ai appris donc à faire du fromage. J'ai appris à les traire, à les soigner, à percer des abcès, à faire des piqûres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, je continue à me faire mes intramusculaires, moi-même. Voilà, je me pique la fesse, je l'ai fait avec des chèvres, ça doit marcher avec des gens. Mais pourquoi des chèvres? Pourquoi garder des chèvres? Parce que c'est ce qu'il y avait. Non, le truc, c'était il fallait partir. Quelqu'un connaissait un autre quelqu'un qui avait un grand-père enfin, toujours ces trucs de relations. Et il acceptait de nous recevoir, de nous filer une partie de sa maison parce qu'il fallait qu'on s'occupe des chèvres, parce qu'il n'y avait plus personne pour le faire. Et la personne qui était là, finalement, a repris, elle, l'élevage. Et moi, je suis resté 1 an et demi garder des chèvres, une période extraordinaire de ma vie, j'ai adoré ça. Il y a quelqu'un d'autre de très célèbre qui a gardé des chèvres pendant son enfance, pendant la guerre. Son père avait été pris par la Gestapo, il s'est caché à la campagne avec sa mère, c'est Gottlieb. Gottlieb, il a gardé des chèvres et il en a même fait une planche dans la rubrique à Braque, l'histoire de cette chèvre qui a marqué sa vie. Et c'est l'une des planches préférées de Gottlieb et l'une des planches préférées de Pierre Arditi, qui est un fan de Gottlieb. Ah ouais, j'ai rencontré Gottlieb une fois ou deux quand on était au Guignol. Et il nous envoyait toujours des mots fabuleux en nous disant vous êtes pas des successeurs, mais en fait ça s'est déplacé de la BD à la télé, on peut faire maintenant avec des marionnettes des choses extraordinaires. S'ils savaient ce qu'on peut faire avec les images virtuelles maintenant. Oui, et d'ailleurs il faisait des dessins animés au départ, dont on a perdu toute trace, mais qui sont des petits chefs-d'œuvre aussi, et qu'il faudra ressortir un jour. Il y a d'autres dates importantes dans votre vie, Bruno Gassier. On en parle dans quelques instants avec un jour très précis aussi, le 3 mars 2000. A tout de suite sur Sud Radio avec Bruno Gassio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bruno Gassio. Des dates qui correspondent à votre vie. 3 mars 2000, ça vous dit rien? Ben non, j'ai cherché pendant la coupure, j'ai pas trouvé. Alors écoutez ce générique et après on expliquera pourquoi ça vous dit quelque chose. Celui-là, je le connais. C'est les Guignols. Mais le 3 mars 2000, on annonce que les Guignols, c'est fini. À la surprise générale, et c'est un bordel pas possible, il n'y a pas d'autre mot. C'est moi qui l'annonce, c'est les auteurs qui l'annoncent. Alexandre Charlot, à l'époque c'était Alexandre Charlot et Franck Magnier qui étaient avec moi et on annonce. Oh mais non, mais c'est toute une histoire, c'est long. Mais racontez, c'est une histoire incroyable. C'est-à-dire qu'on se retrouve au milieu d'une tempête, c'est très très bizarre parce qu'on est censé commenter l'actualité et on fait l'actualité.
Guillaume Durand a été viré de Canal parce qu'il était mauvais, juste, faut être très clair, c'est juste qu'il était mauvais, il n'y avait pas de complot. Et il croit qu'en fait, il y a un complot. Et donc, ça devient une sorte d'actualité. Et je crois que je prends 170 articles de presse, radio, télé, pendant quelques semaines pour me traiter de... À un moment, on allait jusqu'à Beria. C'est-à-dire qu'on allait très loin quand même. Et comme on était dans l'actualité, un jour, avec Franck Magnier et Alexandre Charlot, on s'est dit, puisqu'on est dans l'actualité, on va parler de nous. Et on a dit, voilà, les Guignols ont compris, ils arrêtent. Et là, mais alors, les gens... Et on a mis en relief, enfin, dans une sorte de mise en abîme, ce qu'il y a dans les Guignols, c'est pas forcément vrai, les gars. C'est de la caricature, c'est pour s'amuser. C'est d'abord de la rigolade. Alors, on peut y trouver du fond, on peut dire que c'est plus malin que d'autres émissions, mais en réalité, ça reste des âneries. Donc, c'était une ânerie. On sera là le lendemain. Et dans la presse, il y a eu donc un tollé. Les gens, ils arrêtent, les lâches, ils font bien, oui, bien fait, crèvent les Guignols. Il y avait de tout. Et le lendemain, on arrive comme des fleurs. Et là, on reprend une deuxième bordée. Ah, les menteurs, ils se foutent de notre gueule, ils nous ont manipulés. Bah oui, gros banane, évidemment qu'on t'a manipulé. T'as cru quoi? Qu'on allait s'arrêter parce que tu nous as dit qu'on n'était pas bien? Et on a vraiment rigolé avec ça. On avait mis l'escure et de greffe dans le coup, évidemment. Oui. On leur a dit, on va annoncer qu'on arrête. On n'arrête pas. Par contre, quand ils vont vous appeler, faites les morts et dites que vous ne savez pas. Voilà. Et les patrons ont joué le jeu, c'est génial. C'est génial parce que les canulars, on n'en fait plus aujourd'hui. C'était un véritable canular réussi et une audience maximale le lendemain. Ah c'était énorme. On s'est tapé en fait 2 vagues de presse. Voilà. C'est très bien. C'est ce qu'ils font maintenant, les communicants, les hommes politiques font tous ça. Voilà, les fausses infos, c'était pas courant à l'époque, pas aussi courant qu'aujourd'hui. Et Pierre Lazareff qui dit... Oui, Lazareff. Lazareff, ils avaient une fausse info et un démenti, c'est 2 infos. Exactement. On a les mêmes références. Et voilà, et Lazareff un peu oublié aujourd'hui. Ah, oui. Il avait le téléphone dans la voiture, et le premier à avoir eu un téléphone dans la voiture, et Francis Blanche, qui était jaloux, Bruno Gassio, dit un jour, je vais avoir le téléphone. Et Francis Blanche a enfin le téléphone, son premier coup de fil, c'est pour Lazareff, qui lui dit, ne quitte pas, je suis sur l'autre ligne. Francis Blanche a failli avoir un accident. Ah, c'est génial. Bouvard l'avait dans la voiture. Oui, tout le monde l'avait. Ouais, à l'époque, c'était vraiment... dans sa 607 rallongée, là. Oui, même avant, une DS avec un opérateur téléphonique, il fallait appeler un numéro, on nous passait avec des grésillements, Bouvard dans sa voiture. Mais non. Si, c'est... merveilleux. Alors, les Guignols, c'est arrivé comment? Comment êtes-vous arrivé dans cette aventure, Bruno Gassio? Par amitié. J'étais un homme heureux. Je ne travaillais que très peu. J'avais écrit les spectacles de Charlotte de Turckheim, de Patrick Timsit. Donc je gagnais ma vie sans travailler, en fait, puisque les droits d'auteur venaient à moi. Ils étaient au théâtre tous les soirs et c'était un succès quand même, ça joue. Et mes 2 potes de l'Épine et Alain faisaient les Guignols depuis quelques mois, tous les 2. Ils étaient cuits carbonisés. Et un jour, on va, avec Timsit, faire une promo à Nulle part ailleurs. Donc je suis là et ils me disent... on aimerait que tu viennes travailler avec nous. Et je lui dis, mais c'est une quotidienne? Oui. Ah oui, parce que j'ai fait Bouvard déjà, je sais ce que c'est que la quotidienne. Après, j'ai travaillé à Europe 1 avec Gilles Das pour André Lamy, je sais ce que c'est une prison. Ah, viens quand même nous aider, tout ça. Je dis, ok, je vous fais un essai d'1 semaine, on voit ce qui se passe, et je suis resté 16 ans. Voilà. Et non seulement vous êtes resté 16 ans, mais petit à petit, vous êtes devenu le chef de la bande des Guignols. Alors, il n'y avait jamais de chef aux Guignols. Benoît Delépine a une phrase qui est très juste, il dit le chef, c'est l'inspiration. Celui qui avait l'inspiration du jour entraînait naturellement les autres. Mais je suis devenu très rapidement le plus vieux, c'est surtout ça. Le doyen, oui. Je suis devenu le doyen, parce que Benoît a arrêté en 96, je crois, donc assez rapidement, pour aller faire Groland. Et Jean-François est parti l'année d'après, je crois. Donc moi, j'ai reformé une équipe d'auteurs à ce moment-là, avec Alexandre Charlot, Magnier, Longuet, quelques autres. Puis ils sont eux aussi partis et j'ai refait la dernière avec Lionel Dutemple, Julien Hervé, Ahmed Hamidi. Et l'écriture des sketchs, ça a commencé comment pour vous, Bruno Gassio? Parce que Saint-Étienne, vous étiez tranquille, vous n'écriviez pas de sketch, vous commenciez à écrire des petites choses, mais pas souvent. J'ai toujours écrit. En fait, la première fois que j'ai écrit quelque chose, c'est une baffe de mon père. En fait, j'arrêtais pas de le contredire. Bon, j'étais un peu un enfant emmerdant. Et un jour, il a pris une orange sur laquelle était écrit traité à je sais pas quoi. Et il m'a dit, si on te demande ce que c'est, tu me dis c'est une orange. Tu me dis pas c'est traité à ça. Je lui dis, bah si c'est traité avec un produit, je te dirais bing.
Ouais, si on te demande, tu diras que c'est quoi? Une orange traitée A. Bing. Tu diras que c'est quoi? Je dis, je ne veux pas te le dire, je vais l'écrire. Et je suis allé l'écrire. J'ai écrit que mon père était un sale con qui frappait et tout ça. Et le fait d'écrire, j'ai trouvé que physiquement, écrire était une chose agréable. Donc j'ai écrit une première pièce de théâtre, je devais avoir 14 ans. Elle s'appelait Conversation de bistrot, mais dans une cuisine. Et bon, c'était pas un chef-d'œuvre. Mais après, j'ai toujours travaillé. Parce que ma vie est faite de parallèles. Quand je suis aux Beaux-Arts, par exemple, je suis dans un bar qui s'appelait La Tenaille, le bar de La Tenaille à Saint-Étienne. Je ne sais pas s'il existe toujours. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui nous dit à la Comédie de Saint-Étienne, il cherche de la figuration. Je ne sais même pas ce que c'est. Eh ben, c'est payé 500 balles. J'ai dit, j'y vais. Oui. Et donc, je suis allé. Donc, le soir, en plus du travail, de l'apprentissage, tout ça, j'allais à la Comédie de Saint-Étienne. C'était Jean Dasté, quand même, la Comédie de Saint-Étienne. À l'époque, c'était Daniel Benoît qui s'en occupait. Et j'ai commencé à travailler dans une pièce qui s'appelait La fourmi dans le corps. Non, La Manon du Faouette. La fourmi dans le corps, c'est après. La Manon du Faouette. Je sais même plus. André Debac, l'auteur. André Debac. Et je suis monté sur scène, et pour la première fois de ma vie, je devais faire un truc, j'étais un figurant, mais je devais mendier tout seul sur scène face au rôle principal. Et ce rôle principal me jette, comme ça, je sors, puis je reviens des coulisses, je repasse par la scène, et là je vois une trentaine de personnes devant moi qui me regardent, et qui me jugent pas, et qui ont l'air contentes. Alors je me dis, c'est bien ce job, je veux faire ça. Et donc après, j'ai suivi toujours des cours, je suis allé au théâtre, j'ai fait toujours ça toute ma vie. Il y a eu une série télé aussi à laquelle vous avez collaboré, c'est la première, je crois que ça s'appelait Panique aux Caraïbes. Il a retrouvé ça. Oui. Pas de peau. Ah ouais, Panique aux Caraïbes, c'est magnifique. C'était avec Greg Germain et Diane Pérez. Je ne sais pas du tout qui sont Greg Germain et Diane Pérez. Alors, Bruno Gassio. Bah si, Greg Germain, c'est médecin de nuit. Ah, c'est lui, oui, c'est lui, vrai, c'est oui. l'antillais de médecin de nuit. C'est un mec formidable, Greg, je l'adore. Et on était partis. Alors, on nous a proposé de faire ce truc-là. J'ai une anecdote, je sais pas si. Si, Bruno Gassio. J'ai écrit 12 fois 52 minutes, hein, quand même. Hein. Donc, il y avait un scénariste. Moi, je suis co-scénariste et dialoguiste de la série. Et on donne les scénars, le chef de France 2 à l'époque, ou d'Antenne 2 à l'époque, je sais pas comment il s'appelait, lit le truc et trouve ça formidable. Oh, il dit c'est génial, c'est génial. Bon, puis il se fait virer, comme ça arrive souvent, le mec qui arrive derrière dit ah non, c'est tout pourri. Ah, ouais. Alors, c'était probablement la vérité entre les deux. Et le mec me fait une réflexion en disant, par exemple, là, le personnage, là, on est d'accord que c'est un nain. Je dis oui, c'est vrai, oui, c'était Bastarou, il s'appelait, je crois, un truc comme ça. Et je dis oui. Il me dit, bah oui, mais moi, quand je lis, ce monsieur-là, il parle pas du tout comme un nain. Et là, j'ai dit, lui, alors comme con, lui, c'est un maître étalon, toi, direct à Sèvres. Ah ouais, c'est incroyable, quoi. Le mec me disait, le type ne parle pas comme un nain en lisant. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Et je me suis dit, si c'est ça, les gens qui font la fiction, on est mal. Puis finalement, on l'a tourné quand même, c'était fabuleux, c'était un moment extraordinaire. Partir Vous êtes déjà parti avec des ordres de mission. Oui. Partez, donc la chaîne vous fait un ordre de mission, donc vous partez, moi je pars en Guadeloupe. Sur l'ordre de mission, c'était écrit « Promenez-vous ». Et vous allez me payer pour me promener en Guadeloupe. Ouais, je vais le faire. Croyez-moi, on s'est promené. On a fait vraiment ce qu'il fallait. Alors... J'ai découvert des choses extraordinaires en Guadeloupe. J'ai découvert qu'il y avait plein de Guadeloupes. Il y avait la Guadeloupe des paysans, il y avait la Guadeloupe des béquets, il y avait la Guadeloupe des gens qui ont les hôtels. Et chacun voyait la Guadeloupe de sa fenêtre. Il voyait ceux qui faisaient du tourisme disaient il n'y a que le tourisme qui peut sauver la Guadeloupe. Les paysans disaient non, il faut faire de l'industrie, il faut faire de la canne à sucre, il faut ramener les usines de traitement de la canne à sucre, de transformation de chez nous. Et après, on va les livrer. On a l'Amérique qui est pas loin. Les béquets disaient non, laissez-nous travailler, c'est à nous. Et puis tous ces Guadeloupes-là, ça fait la Guadeloupe d'aujourd'hui. C'est un peu bordélique, mais c'est super beau. Et ce qui était super beau, mais pas du tout bordélique, c'était les Guignols, parce que c'est tous les jours. Moi, je me souviens de cette époque où jusqu'à 5 heures, vous étiez enfermés parce qu'il fallait que tout soit écrit, et qu'il y avait ensuite les marionnettes qui devaient se mettre au travail, et Yves Lecoq et les autres imitateurs. C'était un sacerdoce pendant des années, Bruno Gassio. Alors, la motivation de toute ma vie, c'est je ne veux pas me lever le matin.
Je veux me lever quand j'ai plus sommeil. Moi, je veux pas me lever le matin. Et ben, j'ai raté ma vie parce que pendant 16 ans, je me suis levé tous les matins à 6h30, 7h. Ça dépendait. J'écoutais les éditos de toutes les radios. Après, je passais à la lecture de la presse qu'on se faisait livrer. Enfin, je n'avais que 2 quotidiens que je me faisais livrer, que je lisais le matin. On arrivait vers 9h, 9h30 au bureau, presse lue. Puis on commençait à parler, faire cette conférence de rédac, dire des bêtises. Et puis vers midi, on allait manger vite fait ou faire venir un plat rapide. Et on commençait à écrire vers 13h jusqu'à 17h. Réécrire, écrire et réécrire. Parce que, évidemment, écrire, c'est d'abord réécrire. C'est vrai qu'on jette ce qu'on a écrit et on passe à autre chose. Et puis Yves Lecoq arrivait et se mettait dans la voix tous ces personnages. Yves Lecoq, qui au départ était antiquaire et rêvait d'avoir des châteaux. Il s'appelait Yves Lecoqère. Ah ben, il en a maintenant des châteaux. Oui, grâce aux Guignols. Grâce aux Guignols. Alors, il y a eu plusieurs périodes des Guignols. Moi, j'ai le souvenir de Papin avec son Cacolac, je crois, qui a lancé la marque Cacolac, ça aussi. PAP1. Ben, un jour, on a reçu... Mais ça nous faisait marrer parce que la voix de Papin, elle était comme ça. Il parlait... Cacolac. Cacolac, ça sonnait bien. Mais ça aurait pu être n'importe quelle autre boisson. On n'avait pas un contrat. Et un jour, on a reçu une palette à Canal. C'est vrai qu'une palette, il devait y avoir 500 Cacolac dessus. C'est pour vous. Ouais. Bah, je sais même pas si on les a vus. Je crois qu'on a dû en goûter 1 ou 2. Ouais, en tout cas, il a été créé ce Cacolac en 54 par une laiterie bordelaise qui a découvert le lait chocolaté lors d'un voyage aux Pays-Bas. Ah, bah voilà. On apprend des trucs. Non, mais c'est ça. C'est bien. Et puis, bien sûr, Chirac. Chirac, est-ce que finalement, vous avez fait l'élection de Chirac en 95 ? Bah, évidemment, évidemment. Avec manger des pommes, non. Non, mais on y est. En fait, on y est pour rien. On a fait notre travail. Nous, on s'est moqué de quelqu'un qui était à la ramasse complètement. Et dont on disait qu'il ne serait jamais président de la République parce que celui qui avait été désigné président de la République s'appelait Édouard Balladur. C'était fait, c'était signé, c'était comme ça. Il n'y avait plus besoin de faire une élection. J'ai vu dans les hommages la Seguin dans un meeting où il dit aux militants RPR, c'est pas la peine d'aller voter, le président on le connaît, il s'appelle Balladur. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est fini. Sauf qu'ils avaient oublié un truc. C'est que Chirac, pendant les 2 ans là, où nous on faisait je m'emmerde, pendant que nous on faisait ça, lui, il faisait le tour de France. Il était au cul des vaches, il est allé dans toutes les fédérations RPR de toute la France leur dire « Mais Édouard ne se présentera jamais, il me l'a promis. » Mais il va peut-être il va pas me trahir, c'est mon ami. Et à force de dire ça tout le temps, le jour où le mec dit « Bon, bah, finalement, j'ai choisi de me présenter en moitié en transpirant dans un coin de porte, enfin, c'était ridicule. » Bah, les gens se sont dit « Ah bah oui, finalement, c'est un traître, le gars. » Et il est passé de 70% à 22%. Mais, pendant tout ce temps-là, pendant que TF1 était en train d'élire, enfin, de faire nommer Balladur, nous, on faisait exister Chirac. Sinon, sans nous, il n'existait pas. Exactement, vous l'avez bien fait exister et on en a souvent parlé lors de son hommage voici quelques jours. On se retrouve dans quelques instants avec une date très récente, le 3 octobre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Bruno Gassio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bruno Gassio, 3 octobre 2019. Ah, ça me dit quelque chose, mais c'était hier. Votre retour sur scène après 27 ans d'absence, Bruno Gassio. Waouh, c'est énorme ça. C'est énorme. Franchement, c'est de la faute de Philippe Jean Gréco, d'ailleurs, avec qui je joue sur scène, et du metteur en scène aussi, Jean-Carole Larrivé. Alors, Philippe Jean Gréco, je le connais depuis 60 ans, Jean-Carole Larrivé, que depuis 35. Oui, donc c'est plutôt une histoire de famille. Et Philippe m'a dit, on a tout fait ensemble, sauf jouer la comédie, viens, on le fait. Donc on a demandé à Jean-Carole de venir nous aider à écrire et nous mettre en scène. Et à un moment, je lui ai dit, mais Philippe, ça fait 27 ans, moi, que j'ai pas joué. Toi, il avait joué à Lyon, il avait des théâtres à Lyon, il jouait encore la comédie. Moi, je lui ai dit, mais je sais pas si je vais y arriver. Il m'a dit, si, de toute façon, on te demande pas d'être comédien. J'ai dit, quand même un peu sur une scène. Non, il m'a dit, non. On sait pas jouer la comédie comme un acteur ou un comédien de la comédie française en articulant très bien. Par contre, on sait incarner des choses, on sait être. Et là, ce qu'on va faire, c'est être des amis sur scène. Et ça, personne ne pourra faire mieux que nous, parce qu'on se connaît depuis 60 ans. L'amitié, il n'y a pas besoin de la créer, elle est là. Après, il faut trouver le thème. Et on a travaillé sur le thème avec Jean-Carole. Alors, ça s'appelle Les Pâtes à l'ail, et c'est vrai que votre amitié, elle remonte au temps où vous étiez encore en nourrice, Bruno Gassio. Ah oui, c'est carrément, oui. Sa mère était ma nourrice, elle s'occupait de moi. Et j'ai connu Philippe, dans la pièce, il dit ça à un moment, il dit, à part mes parents, tu es la première personne que j'ai vue dans ma vie.
Et les amitiés de 60 ans fidèles, c'est plutôt rare, d'autant plus que les pâtes à l'ail, ça part d'une règle que vous avez fixée. Vous vous retrouvez régulièrement pour manger des pâtes à l'ail, Bruno Gassio. C'est pas tout à fait une règle, c'est une sorte de rituel, effectivement, quand on se voit. Et c'est une fois par mois, tous les 2 mois, ça dépend un peu s'il travaille ou pas, mais on se fait des pâtes à l'ail. Et je fais des pâtes à l'ail, aglio, olio, peperoncini, comme c'est dit in italien. Et on mange ça, voilà, on fait ça, on parle, on refait le monde. Et une bonne bouteille de vin, des pâtes à l'ail, il n'y a pas mieux pour refaire le monde. Hein. Et ça se passe donc au théâtre de la Seine parisienne. Oui, il faut dire où quand même. Oui, rue Richer. Oui, alors mais c'est la grande façade rouge à côté des Folies Bergères. Juste à côté, oui. Ouais, Faut pas se tromper. Ah non, mais si les gens se demandent où est la rue Richer, c'est les Folies Bergères, c'est juste à côté. C'est pratique. Oui. Ah oui, bah les Folies Bergères, c'est un bon repère. Oui, et d'ailleurs, ça s'appelait les Folies Bergères, ça devait s'appeler au départ les Folies Richer. Ah oui. Oui, mais c'était juste à côté de la rue Richer. Et pourquoi ça s'est appelé Bergère? Parce qu'il y avait la rue Bergère de l'autre côté, bah oui. qu'ils ont choisi et que ça sonnait mieux. En 1869, c'était un fabricant de matelas à la place. Ah oui. Les sommiers élastiques. Oh bah mon Dieu, mais Voilà. ce puits de science, Jacques Pessis. Alors là, c'est pas les sommiers, vous tirez la couverture à vous deux avec un sujet que vous connaissez. Et finalement, les conversations, et vous l'expliquez dans cette pièce, sont beaucoup plus graves quand on a 60 ans que quand on est enfant, Bruno Gassio. Bah, c'est-à-dire que les préoccupations des êtres humains changent. Moi, à 20 ans, je pensais aux filles. À 30, je pensais à essayer de me glisser dans la vie de façon confortable. À 40, j'avais des enfants. À 50, j'étais heureux, comblé. À 60, je suis grand-père. Sauf que, à 60, je regarde devant, j'en vois moins que derrière. Et effectivement, cette préoccupation est arrivée de façon beaucoup plus présente, y compris chez Philippe, et y compris à cause d'amis à nous, qui ont entre 55 et 65 ans, et qui, malheureusement, sont morts. Et on a trouvé ça injuste. C'est injuste de mourir à 58 ans d'un AVC, de choper un cancer à 52. C'est injuste. Et on s'est dit comment ça se passerait si ça nous arrivait, nous qui sommes toujours dans la distance, dans l'ironie. Est-ce qu'on peut rire de ça? Ben oui, on peut rire de ça. Et on doit même rire de ça. Oui, car au départ, les pâtes à l'ail, c'est votre sujet, c'est votre habitude. Mais à partir de ça, il fallait faire une pièce et glisser un sujet. Il faut Et quand là, même- vous avez faut trouvé quand même l'idée, s'y en est, ouais. histoire d'un service. Ben, voilà, quelqu'un qui est malade, c'est déjà tragique. Mais ça arrivait à tout le monde, dans toutes les familles, quelqu'un vient dire « Ah, machin est malade ». Mais si ce quelqu'un vient vous dire « Je ne veux pas vivre la déchéance, je ne veux pas aller au bout de cette déchéance, aide-moi, je veux mourir dans la dignité ». Je suis membre de l'ADMD, de l'Association pour mourir dans le droit de la dignité. Moi, j'ai fait ce choix. Je ne veux pas aller à la déchéance. Mais quand on demande ça à quelqu'un, ce quelqu'un, il a aussi ses choix à lui, ses propres choix, sa morale, ses peurs, ses réticences pour un acte aussi violent. Et donc, il faut essayer de convaincre l'autre de faire un geste qui est un geste sublime d'amitié, mais qui est quand même un meurtre. En France, la loi l'interdit. Donc, c'est tout ce moment très gênant et drôle d'un mec qui dit à l'autre « tue-moi » et l'autre qui dit « non, on va faire autrement, on va faire un autre truc ». Et en fait, l'idée de la pièce, c'est jusqu'où on peut aller par amitié. Et est-ce que détruire une amitié pour garder l'autre vivant n'est pas la plus grande preuve d'amitié? Oui, là, on est dans la réflexion avec une pièce que vous aviez déjà jouée avant de la jouer à Paris, Bruno Gassio. Oui, on avait joué à Lyon, oui, mais c'est là qu'on s'est rendu compte d'ailleurs, parce que Lyon, moi je lui ai dit, à Philippe, je lui ai dit, ça fait 27 ans que j'ai pas joué, je voudrais qu'on fasse quelque chose dans un endroit un peu discret, et qu'on essaye, pour voir si j'ai encore envie, même si je me dis que bon, ça s'oublie pas franchement, je voudrais savoir si j'ai envie d'être sur scène devant des gens. C'est pas évident, pas forcément la fibre, et c'est revenu au galop, et on s'est aperçu finalement qu'on avait fait une pièce qui faisait beaucoup rire, mais qui était pas drôle, au fond. Oui, mais ce qui est important, c'est de rire en même temps. Ah de bah oui, sujets mais on se graves. marre. Mais en fait, c'est le rire, ça dépend que des gens. Hein. Enfin, des gens, du caractère. Ça émane de nous. Il y a des gens qui voient tout tragique, et puis il y en a d'autres, quand leur arrive quelque chose de très, très, très tragique, ben, ils rient quand même. Et nous, on est de ce genre-là. Et moi, je me souviens de Charles Trenet, que j'ai eu le privilège de connaître. Quand quelqu'un mourait, on pleurait, bien sûr, mais on ne pleurait pas en public. Et surtout, on allait déjeuner ensemble après l'enterrement pour se souvenir des bons moments et Bien rire sûr. des bons moments. Bien sûr, mais j'ai perdu mon père il y a une dizaine d'années, et on a ri à l'incinération, où ma mère a dit cette phrase, elle était bouleversée évidemment, donc on incinère, il rentre, elle veut pas aller voir le cercueil qui rentre évidemment, c'est moi qui m'en occupe, je reviens, elle me dit ça y est, il est au four. Ouais, je lui dis ouais, thermostat 8, il te le donne dans 2 heures, il y a 2 heures de cuisson.
Elle me regarde comme ça, et elle s'est marrée. Elle me dit, oh, mais t'es con. Je dis, bah oui, mais il est au four, maman, on dit pas ça. Et voilà, on arrive, on est allé manger une pizza, et le mec nous amène une pizza, elle est trop cuite. Je dis à ma mère, putain, c'est pas le jour. Hein. Elle rigole. Voilà, elle se marre. Parce que le moment est tragique. La façon de le vivre, on le sait qu'il y a de l'amour. Je le sais, l'amour que j'ai pour ma mère, je le sais, l'amour que j'avais pour mon père, je le sais, l'amour que j'ai pour mes enfants, les mères de mes enfants, tout ça, c'est évident. Quand on est à l'extérieur, on est pudique, mais entre nous, on rigole, quoi. Et l'amour de la scène, vous l'avez, mais vous avez en même temps l'angoisse. Et je crois que votre angoisse, vous l'avez eue jusqu'au moment où vous rentrez en scène, Bruno Gassio. Alors moi, je suis un peu bizarroïde. L'angoisse, 2 mois avant, je veux pas y aller. Oui. J'attendais que le théâtre brûle, enfin tous les acteurs pensent à ça, le truc va brûler, on va annuler. Bon. Ça peut arriver. Ça peut arriver que ça s'annule quelques jours avant, oui. Même. Hein, c'est arrivé à des gens bien. Oui. Ouais. Mais je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler. Oui, je peut-être. Et donc j'ai peur longtemps avant. Une semaine avant, je me dis, bon, cette fois c'est cuit, on est obligé d'y aller. Et étrangement, le jour même, aucune peur, rien. Je dis, c'est trop tard, de toute façon c'est foutu. Là, le rideau va se lever, il y aura des gens, je vais être obligé de faire ce que j'ai à faire. Et là, il y a plus de trac, il n'y a plus rien, franchement. Il y a juste de l'envie d'être à l'écoute de l'autre et d'essayer de rendre ce truc archi-vivant, extrêmement naturel. Et comme c'est avec Philippe et qu'on se connaît depuis 60 piges, c'est archi-naturel. Alors, il y a le théâtre, il y a l'écriture, et puis il y a eu le cinéma, parce qu'il y a un film dans lequel vous avez joué. On va écouter le générique. On vit une époque formidable, plus un seul endroit habitable. Vive les femmes. Mais oui, Dreiser. Ouais. Enfin, la BD de Dreiser, c'est tiré de la BD, c'était un film de Confortès. Exact, de Claude Confortès. Et vous êtes à l'affiche, Bruno Gassio. Alors, j'ai jamais fait de cinéma. Pour aider le cinéma français, j'ai préféré pas en faire. Mais j'étais un peu copain avec Dreiser quand même. Et quand on a su qu'il était très malade, il avait justement un cancer. Et j'ai demandé à Claude Confortès qui tournait ce film, j'ai dit je veux être sur la pellicule d'une façon ou d'une autre, j'aimerais être sur le film qui va être le dernier que verra Dreiser, peut-être le sien, et j'aimerais être sur la pellicule. Et j'imaginais une figuration dans un bar à l'arrière et tout ça. Il m'a dit non, mais je t'ai trouvé un petit rôle, tu vas faire un flic. Alors, si vous pouvez trouver ce film, je vous encourage à le regarder. Je suis mauvais, mais mon Dieu que je suis mauvais. C'est impossible, quoi. Non, mais non, d'abord, vous n'êtes pas mauvais, mais surtout, on imagine mal ce film aujourd'hui sortir sur les écrans sans déchaîner les internautes. Ah bah oui, non, mais là, ce serait une catastrophe, là. Ah bah oui. L'époque formidable, ça parle de viol, ça parle de femmes qui veulent coucher. Il y a une scène sur la plage où il y a une nana qui va voir les gens en leur disant ça vous dirait d'aller tirer un petit coup avec moi à l'hôtel? C'est dans ce film-là, hein, c'est ça. Hein. Et les gens ils disent non, mais enfin madame. Hein. Et puis il y en a un qui dit oui. Donc non, c'est un mec qui demande ça. Et la nana dit oui. Et l'autre, enfin celui qui a dit non, dit mais putain en fait. La fille qui a dit non, elle dit j'aurais dû le faire en fait. Et elle va demander à un type à ce moment-là en disant est-ce que vous voulez tirer un petit coup avec moi à l'hôtel? Et le mec lui dit vous savez pourquoi je me paierais une pute alors qu'on chercherait un petit peu sur la plage? C'est terrible quoi. C'est cette femme qui demande ça quoi. C'est magnifique. C'est un film effectivement très drôle qui a eu son heure de gloire comme la pièce de théâtre Vive les femmes, comme l'album Vive les femmes qui a eu succès. Gros dégueulasse dedans. Exactement. Et Dreiser, donc quand il est mort, l'équipe d'Harakiri a conservé l'humour. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur sa tombe, on a déposé une gerbe écrite de la part de Harakiri en vente partout. Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Mais, il le faisait à chaque fois. Choron l'a fait pour la mort d'Odile, sa femme. Oui. Et il y avait pratiquement qu'une seule couronne sur le corbillard, et c'était de la part de Harakiri en vente partout. Il y a des gens qui disaient mais c'est scandaleux, vous voyez ce qu'il fait à sa femme, il en profite pour faire de la publicité. Et tu avais envie de leur dire mais il est malheureux comme les pierres, abruti, mais il rit quand même. Et on a toujours beaucoup ri. Et on a beaucoup ri aussi avec une journée chez ma mère de Charlotte de Turckheim, qui est une pièce qui a eu un grand succès, que vous avez écrite. Il y avait une tradition, d'ailleurs, je me souviens, Charlotte de Turckheim, avant d'entrer en scène, il fallait que quelqu'un lui tape sur les fesses. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, il fallait toucher les fesses. Ouais. Oui, taper, toucher, on faisait le poète. Oui. Et ça aussi, ça a été un immense succès. Ah oui, ça a été... Ah oui, mais ça, c'était il y a très longtemps. C'était avant les Guignols, d'ailleurs, Charlotte. Et c'était... Oui, on a joué pendant des années, ce truc-là. Et aujourd'hui, Charlotte de Turckheim vit en Provence, où vous avez eu un fief, car vous avez vécu, et vous avez eu un restaurant entre les maisons de Michel Drucker et Jean-Claude Brialy, Bruno Gassio. Et Charlotte de Turckheim, qui était juste à côté de celle de Michel Drucker. Ah oui, mais c'était à Égalière, c'est
le village des Alpilles, parce qu'il y a les Alpilles et le Luberon, Oui. évidemment. Le Luberon, c'est la gauche caviar, les Alpilles, c'est la droite humaniste. Oui. Il n'y a jamais personne de méchant là-bas. C'est un endroit très cher. Alors, moi, je pouvais pas aller dans le Luberon, j'avais pas les moyens d'être de gauche. Mais quand on était de l'autre côté, ça allait, quoi. Et j'avais un restaurant là-bas que j'avais ouvert avec Philippe. J'ai tout fait avec lui. On a ouvert ce restaurant. Et oui, on avait tout le monde qui venait se marrer là. Ouais. Et puis, il y a quelqu'un qu'on connaît bien à Sud Radio, puisqu'il est dans les vraies voix tous les soirs, et qui a écrit un livre avec vous, c'est Philippe Bilger. Oh, mon Philippe. On le retrouve à 17h. On a dîné, je le salue, on a dîné il n'y a pas longtemps ensemble. Parce qu'on s'engueule sur Twitter. Et à un moment, on dit, il y a une avocate amie qui a dit, bon, on va faire un dîner, puis venez vous engueuler à la maison. Et on ne s'est pas engueulé du tout, en fait, on a bien rigolé. Et vous avez fait un livre, Le Guignol et le Magistrat. Le Guignol et le Magistrat. J'aimerais bien faire la suite, l'ex-Guignol et l'ex-Magistrat. Oui, on est tous les deux des ex. Pour l'instant, vous êtes à l'affiche donc de la scène parisienne jusqu'au 31 décembre, les jeudis, vendredis, samedis à 19h, C'est ça. Renaud Gassio, avec cette pièce Les Pâtes à l'ail, et ensuite vous continuerez à faire d'autres choses. Oh, déjà, on partira en tournée, Ouais. j'espère, et puis après, on fera d'autres pièces, on a déjà l'idée. Vous avez envie de continuer sur scène maintenant. Ouais, Le pli est pris. ouais. Vous regrettez pas la télé, vous regrettez pas les guignols. Non. Les guignols un peu, parce que c'est pas de la télé, c'est de la réflexion, c'est de l'écriture, c'est s'amuser. Mais la télé, non, j'y vais pas. Non. Vous êtes bien mieux sur scène Oui. ou dans la vie. Oh, dans la vie, on y est très bien, oui. En tout cas, on a été très bien avec vous. On a été heureux de vous recevoir dans ces clés d'une vie, Bruno Gassio. Merci d'être venu. Merci à vous. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci et à demain. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h-14h, Jacques Pessis.